J'ai passé 10 ans à me frayer un chemin depuis mon petit appartement du 18e arrondissement jusqu'au tour de verre de la Défense. Chaque matin commençait avant l'aube, l'arôme amer du café noir ma seule compagnie tandis que j'épluche des rapports financiers. Je m'appelle Thomas Lefort, et mon histoire est celle d'un combat silencieux contre les probabilités. À 22 ans, fraîchement diplômé d'une école de commerce de province, j'ai débarqué à Paris avec plus d'ambition que d'expérience. Mon accent toulousain trahissait mes origines, et les recruteurs des grandes maisons d'investissement me regardaient avec ce mélange de politesse distante et de désintérêt à peine voilé. « Nous vous recontacterons », disait-il invariablement. Le téléphone ne sonnait jamais. J'ai trouvé un emploi dans une petite société de conseil financier rue de Provence. Mon bureau, un coin de table partagé avec 2 autres débutants. Mon salaire, à peine de quoi payer mon loyer dans un 2 pièces glacial à Ménilmontant. Les soirs d'hiver, j'économisais sur le chauffage, travaillant emmitouflé dans un plaid, les doigts engourdis sur le clavier de mon ordinateur portable d'occasion. « Tu devrais rentrer à Toulouse », me répétait ma mère au téléphone. « Ton cousin Étienne peut te faire entrer à la banque régionale. » L'idée me révoltait. Pas que je méprise la vie en province, mais j'avais cette conviction, cette certitude obstinée que je pouvais réussir à ma façon. Chaque refus, chaque porte fermée alimentait cette détermination qui, certains jours, était mon seul carburant. Je passais mes dimanches au café de Flore, non pas pour m'offrir le luxe d'un établissement historique, mais parce qu'il ne vous chassait pas si vous commandiez un seul café et restiez des heures à travailler. C'est là que j'ai conçu mon premier modèle d'investissement alternatif, griffonnant des équations sur des serviettes en papier, ignorant les touristes qui photographiaient la façade emblématique. La crise de 2008 a balayé mon premier emploi. Puis le second. Le troisième fut une expérience humiliante dans une société de recouvrement où je devais appeler des gens endettés. Je rentrais chaque soir avec la nausée, mais cette période m'a appris plus sur la fragilité financière que toutes mes années d'études. Je comprenais désormais viscéralement ce que signifiait être au bord du gouffre. C'est à cette époque que j'ai rencontré Claire, professeure de français pour étrangers, dans une soirée chez des amis communs à Bastille. Elle avait cette façon de rire qui illuminait son visage entier, cette curiosité sincère pour tout. Pendant 1 an, elle a été mon ancre, la raison pour laquelle je me levais les jours où tout semblait impossible. Puis je l'ai perdue, sacrifiée sur l'autel de mon ambition. « Tu vis avec un fantôme, Thomas », m'a-t-elle dit en partant. « Tu es physiquement présent, mais ton esprit est toujours ailleurs, avec tes chiffres et tes projets. » Elle avait raison. Même quand nous nous promenions le long du canal Saint-Martin les dimanches de printemps, mon esprit calculait, planifiait, cherchait la faille dans le système que je pourrais exploiter. L'année de mes 30 ans, après avoir économisé sous par-sous et emprunté à un ancien client qui croyait en moi, j'ai enfin créé ma propre société, Lefort Capital, spécialisée dans l'investissement en entreprises de taille moyenne négligées par les grands fonds. Nous avons commencé dans un bureau minuscule près de la place de Clichy. 2 pièces sans fenêtre, des meubles d'occasion, et une connexion Internet qui tombait en panne les jours de pluie. Mon équipe, une assistante administrative à mi-temps et un analyste financier tout juste diplômé, payés principalement en promesses et en parts de l'entreprise. Les premiers contrats furent arrachés à la force du poignet. Je dormais 4 heures par nuit, vivais de sandwich triangle de la supérette du coin, et connaissais par cœur les horaires des derniers métros. Quand notre premier investissement majeur a porté ses fruits, une entreprise familiale de composants électroniques que nous avons restructurée puis revendue avec 40% de bénéfices, j'ai pleuré seul dans mon bureau à 3 heures du matin. Ce succès en a appelé d'autres. Petit à petit, notre réputation s'est construite. Nous n'étions pas les plus grands, mais nous étions précis, méticuleux, avec un instinct pour dénicher des entreprises sous-évaluées. Je m'étais juré de ne jamais devenir l'un de ces financiers rapaces qui détruisent pour extraire de la valeur. Nos interventions préservaient l'emploi, modernisaient sans brutaliser. À chaque étape de cette ascension, le visage de mon père, ouvrier toute sa vie aux usines Airbus de Toulouse, flottait dans mes pensées. Son scepticisme face à mes ambitions parisiennes. « La finance n'est pas pour les gens comme nous, Thomas », m'avait-il dit. C'est un monde de requins où tu seras toujours considéré comme un intrus. Ces mots me hantaient, me poussaient à prouver qu'il avait tort, mais aussi, paradoxalement, à exercer mon métier avec une certaine éthique.
La décennie s'est achevée avec notre déménagement dans un immeuble haussmannien près de l'Opéra. 20 employés. Une réputation solide. Des articles dans la Tribune et les Échos. J'avais survécu, contre toute attente. Mais à quel prix ? Je ne reconnaissais plus mon reflet dans les vitrines des boutiques de luxe rue Saint-Honoré. Mes tempes grisonnantes, mes yeux cernés, ce pli amer au coin des lèvres. J'avais gagné une bataille mais peut-être perdu quelque chose d'essentiel en chemin. Le succès, quand il s'installe durablement, a quelque chose d'irréel. Je me réveillais parfois en sursaut, persuadé d'être encore dans mon 2 pièces de Ménilmontant, avant de reconnaître le plafond haut de mon appartement boulevard Haussmann. 5 ans s'étaient écoulés depuis notre installation dans les bureaux près de l'Opéra, et le Fort Capital était devenu un nom qui résonnait dans les cercles financiers parisiens. Notre équipe comptait désormais 50 personnes. J'avais recruté des talents divers, des analystes brillants sortis de Polytechnique ou HEC, mais aussi des profils atypiques, un sociologue reconverti qui comprenait les dynamiques d'entreprise mieux que quiconque, une ancienne chef d'atelier qui savait déceler les failles dans une chaîne de production d'un simple coup d'œil. Mon associée, Nadia Ben Ali, avait rejoint l'aventure après une carrière chez Goldman Sachs. Elle apportait la crédibilité institutionnelle qui nous manquait, tandis que je gardais mon approche instinctive, presque viscérale des investissements. Tu sens les entreprises comme d'autres sentent le vin, me disait-elle, mi-moqueuse, mi-admirative. Nos bureaux occupaient désormais 3 étages d'un immeuble art. Déco rue de la Paix. Marbre, boiseries anciennes et technologie dernier cri. Une façon de dire, nous sommes arrivés, nous sommes là pour rester. J'avais fait installer un petit salon avec des fauteuils club en cuir et une bibliothèque fournie, mon refuge quand les journées devenaient trop intenses. Les matins avaient leur rituel. J'arrivais avant tout le monde, vers 6h30. Je faisais le tour des bureaux vides, touchant du bois pour conjurer le mauvais sort, une superstition héritée de ma grand-mère occitane. Je m'asseyais ensuite face aux écrans qui clignotaient de chiffres et de courbes, prenant le pouls des marchés asiatiques qui clôturaient, anticipant l'ouverture européenne. Mes journées étaient un tourbillon de réunions, d'appels, de décisions rapides. Notre fonds spécialisé dans les PME industrielles en transformation digitale affichait des performances qui attiraient l'attention. Les déjeuners d'affaires se succédaient dans les restaurants étoilés autour de la place Vendôme. Moi qui avais si longtemps compté chaque euro, je signais désormais des additions à 4 chiffres sans ciller. Le soir, c'étaient les événements mondains. Vernissage à la Fondation Louis Vuitton, première à l'Opéra Garnier, dîner de charité au Pré-Catelan. Je m'y rendais plus par obligation que par plaisir, souriant aux photographes de Paris Match ou du Figaro Magazine qui immortalisaient cette nouvelle élite financière dont je faisais désormais partie. Les invitations s'accumulaient sur mon bureau, conférences à Davos ou à Aix-en-Provence, demandes d'interview, propositions pour siéger à des conseils d'administration. Le petit Toulousain à l'accent chantant était devenu Monsieur Lefort, figure du capitalisme à visage humain, celui qui restructurait sans licencier massivement, qui investissait dans des bassins d'emploi sinistrés. Ces compliments me mettaient mal à l'aise. Je connaissais la fragilité de notre édifice, les compromis quotidiens, les zones grises de certaines décisions. Mais j'avais aussi cette fierté, cette conviction que nous faisions les choses différemment, que notre vision avait une certaine noblesse. Pourtant, une solitude s'était installée, insidieuse. Mon appartement haussmannien, avec sa vue sur les toits de Paris, ressemblait certains soirs à une cage dorée. J'avais collectionné les aventures sans lendemain, incapable de m'investir véritablement. Claire s'était mariée, avait eu des enfants. Je l'avais aperçue un jour près du Luxembourg, poussant une poussette, son rire toujours aussi lumineux. Je n'avais pas osé l'aborder. Mes anciens amis s'étaient éloignés, intimidés par ma réussite ou lassés de mes annulations de dernière minute. Les nouveaux gravitaient autour de ma position, pas de ma personne. Quant à ma famille, nos relations s'étaient distendues. Je payais sans compter pour les études de mes neveux, les soins médicaux de ma mère, mais j'étais rarement présent aux réunions familiales. Mon père, lui, restait une figure distante et critique. Retraité désormais, il vivait toujours dans la même maison modeste de la banlieue toulousaine. Il n'était jamais venu à Paris voir mes bureaux, malgré mes invitations répétées. Nos conversations téléphoniques, de plus en plus rares, s'achevaient souvent sur des silences inconfortables. Tout ce que tu as construit,
c'est du vent, m'avait-il lancé lors de notre dernier appel. De l'argent qui produit de l'argent, sans rien créer de tangible. Ces mots m'avaient blessé plus que je ne voulais l'admettre. Comment lui faire comprendre que derrière les algorithmes et les montages financiers, il y avait des entreprises réelles, des emplois préservés, une certaine vision de l'économie. Un mardi de novembre particulièrement pluvieux, nous avons conclu notre plus grosse opération, la reprise d'un groupe textile du Nord, au bord de la faillite. 3000 emplois sauvés, une reconversion vers des tissus techniques à haute valeur ajoutée. Les équipes ont sabré le champagne jusqu'à tard dans la nuit. J'ai souri, trinqué, prononcé les mots attendus. Puis je suis rentré seul, sous la pluie battante. Mon chauffeur m'a déposé boulevard Haussmann. Dans l'ascenseur en miroir, j'ai observé mon reflet fragmenté. Costume sur mesure, chaussures italiennes, montre discrète mais hors de prix. L'image parfaite de la réussite. Pourquoi me sentais-je alors aussi vide ? Cette nuit-là, incapable de trouver le sommeil, j'ai sorti une vieille boîte à chaussures de mon dressing. Elle contenait des vestiges de ma vie d'avant, photos jaunies de vacances en Occitanie, ticket de mon premier TGV pour Paris, serviette du café de Flore couverte d'équations. Et cette lettre de Claire, jamais ouverte, reçue quelques mois après notre rupture. Je l'ai décachetée, les mains tremblantes. Thomas, tu cours après quelque chose que tu ne pourras jamais attraper. Quand comprendras-tu que la vraie richesse n'est pas celle que tu poursuis ? Ces mots, écrits 5 ans plus tôt, résonnaient avec une troublante acuité. Le lendemain, contre toute attente, j'ai annulé mes rendez-vous et pris un TGV pour Toulouse. Une impulsion, un besoin viscéral de revoir mes racines, peut-être de comprendre ce qui me manquait. J'ai loué une voiture à la gare et, sans prévenir, j'ai pris la route vers la maison familiale, ce pavillon modeste aux volets bleus où j'avais grandi. Mon père jardinerait peut-être, comme chaque mercredi. Nous pourrions parler, vraiment parler, pas ces échanges superficiels devenus notre norme. Je lui montrerai les photos de l'usine textile, les visages des ouvriers soulagés. Il comprendrait, enfin, que mon monde n'était pas que du vent. À l'approche du lotissement, mon téléphone a sonné. Nadia, ma directrice financière. Thomas, il faut que tu reviennes immédiatement. Le régulateur vient d'annoncer une enquête sur notre dernière acquisition. L'action chute. Les journalistes campent devant nos bureaux. J'ai fait demi-tour, le cœur lourd. Paris me rappelait, impérieuse. L'Empire vacillait, exigeait ma présence. La réconciliation attendrait. Encore une fois. L'enquête du régulateur financier s'est finalement révélée être une tempête dans un verre d'eau. Quelques procédures administratives non respectées à la lettre, des déclarations tardives, rien qui ne mérite vraiment le battage médiatique qui avait fait chuter notre action de 15 points en 2 jours. Après 3 semaines d'audit intensif, nous avons été blanchis, avec une simple amende symbolique. Mais cet épisode m'avait ébranlé plus que je ne voulais l'admettre. La fragilité de tout ce que j'avais construit m'apparaissait soudain avec une clarté aveuglante. Un article malveillant, une rumeur bien placée, et l'édifice vacillait. Était-ce cela, le succès ? Cette perpétuelle anxiété, cette nécessité de défendre constamment sa légitimité ? Un matin de janvier, alors que Paris disparaissait sous un brouillard épais, mon assistante m'a annoncé une visite inattendue. « Monsieur, votre père est dans le hall d'accueil. » J'ai cru à une erreur. Mon père, à Paris ? Lui qui n'avait jamais voulu mettre les pieds dans la capitale depuis ma prise de fonction ? J'ai quitté précipitamment la réunion budgétaire et descendu les escaliers 4 à 4, le cœur battant comme un adolescent. Il était là, assis raide sur un des fauteuils design du lobby, visiblement mal à l'aise au milieu du marbre et du verre. Son manteau usé détonnait parmi les costumes sur mesure qui transitaient dans le hall. À 68 ans, il semblait plus petit que dans mon souvenir, mais son regard bleu acier n'avait rien perdu de son intensité. « Papa » ai-je murmuré, désarçonné par cette apparition. « Thomas » a-t-il répondu avec un hochement de tête, comme si nous nous étions quittés la veille. J'étais curieux de voir ce fameux empire dont parlent les journaux. J'ai congédié mon assistante qui nous observait avec curiosité et conduit mon père vers l'ascenseur privé. Le silence entre nous était épais, chargé de non-dits.
Dans la cabine qui nous emportait vers le dernier étage, j'ai cherché désespérément quelque chose à dire, mais les mots restaient coincés dans ma gorge. Mon bureau, avec sa vue panoramique sur l'Opéra Garnier, semblait soudain ostentatoire, presque vulgaire sous le regard de mon père. Je l'ai invité à s'asseoir dans un des fauteuils en cuir, lui ai proposé un café qu'il a décliné d'un geste de la main. « Alors c'est ici que tu passes tes journées » a-t-il finalement dit, son regard parcourant la pièce, s'arrêtant sur les trophées alignés sur une étagère, sur le Picasso accroché au mur, un investissement, pas vraiment un choix esthétique. « Oui » ai-je répondu, soudain conscient de la vacuité de ma réponse. C'est le résultat de 15 ans de travail. Il s'est levé, a fait quelques pas vers la baie vitrée. Paris s'étendait à ses pieds, grise et majestueuse sous le ciel d'hiver. « Tu sais pourquoi je suis venu » a-t-il demandé sans se retourner. « Pour voir où je travaille. Pour comprendre. J'ai vu ton interview dans Le Monde » m'a-t-il coupé. Celle où tu expliques comment ton fonds a sauvé cette usine textile dans le Nord. Comment vous avez préservé 3000 emplois. J'ai senti une pointe d'espoir. C'était donc ça. Il avait enfin compris que mon travail avait un sens, une utilité. Que je n'étais pas juste un spéculateur, un de ces financiers que sa génération méprisait. J'ai pensé que ça te ferait plaisir, ai-je avancé, prudent. Et tu sais combien l'emploi industriel compte pour moi, pour nous. C'est dans notre ADN familial après tout. Il s'est tourné vers moi, son visage illisible. Ce qui m'a frappé dans ton interview, Thomas, ce n'est pas ce que tu y dis. C'est ce que tu n'y dis pas. Je ne comprends pas. Tu parles de sauver des emplois. Mais pas un mot sur les conditions de travail dans ces usines. Pas un mot sur les salaires. Sur ce que ces ouvriers vivent au quotidien. Je suis resté interdit, pris au dépourvu par cette critique que je n'avais pas anticipée. Papa, nous avons maintenu tous les acquis sociaux, respecté les conventions collectives. Nous sommes même en train de négocier une participation aux bénéfices pour les salariés. Et combien tu te verses chaque mois, Thomas? Combien gagnent tes associés? Comparé à un ouvrier qui se lève à 5 heures du matin pour faire tourner tes précieuses machines? La question m'a frappé comme une gifle. Je me suis senti rougir, de colère ou de honte, je n'aurais su le dire. C'est plus complexe que ça, ai-je commencé, adoptant malgré moi ce ton condescendant que je réservais habituellement aux journalistes économiques mal informés. Le marché a ses règles, ses exigences. Pour attirer les talents financiers, pour convaincre les investisseurs institutionnels. Le marché, a-t-il répété avec un dégoût palpable. Toujours cette abstraction commode pour justifier l'injustifiable. Tu préférerais quoi? Que ces usines ferment? Que ces ouvriers rejoignent les statistiques du chômage? Je préférerais que mon fils n'ait pas vendu son âme. Ces mots, prononcés sans éclat de voix, presque avec tristesse, m'ont atteint en plein cœur. J'ai reculé comme sous l'impact d'un coup physique, m'appuyant contre mon bureau pour ne pas chanceler. « Et tu ne comprends pas » ai-je murmuré. « Et tu n'as jamais voulu comprendre. » Ce que je comprends, Thomas, c'est que cet empire que tu as bâti n'est qu'une façade. Tu t'es persuadé que tu faisais le bien, que tu étais différent des autres financiers. Mais regarde-toi. Regarde ce bureau, ces trophées, ces tableaux hors de prix. Il a fait un geste circulaire, englobant toute la pièce. Tout ceci n'est qu'une honte. Je me suis redressé, blessé, furieux contre cet homme qui refusait obstinément de voir mes réussites, qui réduisait 15 ans de travail acharné à un jugement moral simpliste. Une honte? Tu trouves que c'est une honte de créer de la valeur? De sauver des entreprises au bord du gouffre? D'assurer un avenir à des milliers de familles? Ce qui est une honte, c'est que tu aies besoin de te justifier ainsi. Ce qui est une honte, c'est que mon fils confonde la fin et les moyens, le succès et le sens. Il a consulté sa montre, un vieux modèle mécanique que je lui avais offert pour sa retraite et qu'il n'avait jamais voulu remplacer par le modèle suisse que je lui proposais chaque Noël. Mon train est dans 2 heures. Je voulais juste voir de mes yeux. Voir quoi? Mon échec à tes yeux? Ma déchéance morale? Qu'est-ce que tu espérais trouver ici? Un éclair de tristesse a traversé son regard, si fugace que j'ai cru l'avoir imaginé. J'espérais retrouver mon fils.
Celui qui voulait changer les choses, pas juste s'enrichir en prétendant le faire. Je suis resté muet, incapable de formuler une réponse qui ne soit pas défensive ou agressive. Une boule s'était formée dans ma gorge, m'empêchant presque de respirer. Mon père a hoché la tête, comme si mon silence confirmait ses craintes les plus profondes. Il a repris son manteau, l'a enfilé avec des gestes mesurés. « Je vais trouver la sortie tout seul », a-t-il dit en se dirigeant vers la porte. « Papa », ai-je finalement articulé, « tu ne peux pas juger toute ma vie, tout ce que j'ai accompli, en 5 minutes. Tu ne sais rien des compromis, des batailles, des choix impossibles qu'il faut faire dans ce monde. » Il s'est arrêté, la main sur la poignée, et m'a regardé par-dessus son épaule. « Je ne juge pas ta vie, Thomas. Juste tes priorités. Et c'est ton regard à toi qui me dit tout ce que j'ai besoin de savoir. » La porte s'est refermée doucement. Derrière lui. J'ai résisté à l'impulsion de le rattraper, de le forcer à comprendre, de lui montrer les dossiers qui prouvaient notre impact positif. À quoi bon? Son verdict était tombé, implacable. Je suis resté debout, immobile, face à la baie vitrée. Paris s'étalait à mes pieds, indifférente à mon désarroi. L'opéra scintillait sous les premiers flocons de neige. Une beauté froide, distante, comme celle que j'avais poursuivie toutes ces années. Mon téléphone a vibré. Une notification, notre action remontait, l'affaire était définitivement classée. Une victoire. Un succès. Qui me semblait soudain terriblement vide. Après le départ de mon père, j'ai annulé tous mes rendez-vous de l'après-midi. Je n'étais pas en état de maintenir le masque, cette façade de confiance et de maîtrise que j'arborais quotidiennement. Mon assistante, Mathilde, a lancé un regard inquiet vers mon visage défait mais n'a pas posé de questions. En 7 ans à mon service, elle avait appris à reconnaître ces rares moments où même les urgences devaient attendre. J'ai quitté les bureaux par l'ascenseur de service, évitant les regards, le téléphone éteint. Paris s'enfonçait dans le crépuscule d'hiver, les lumières s'allumant une à une comme des étoiles inversées. J'ai marché sans destination, remontant la rue de Rivoli, traversant la place de la Concorde où le froid mordant chassait même les touristes les plus tenaces. Tout ceci n'est qu'une honte. La phrase tournait en boucle dans ma tête, un refrain lancinant qui couvrait le bruit de mes pas sur le pavé humide. Une honte. 15 ans de ma vie réduits à un jugement lapidaire par l'homme dont j'avais toujours, malgré tout, cherché l'approbation. J'ai fini par échouer au bar Hemingway du Ritz, un lieu où on ne me connaissait que comme un client régulier, pas comme Thomas Lefort de Lefort Capital. Le barman, Colin, m'a servi un cognac sans que j'aie besoin de commander, avec cette discrétion professionnelle qui faisait la réputation de l'établissement. « Mauvaise journée, monsieur Lefort ?» a-t-il demandé en essuyant le comptoir. « Disons une journée révélatrice », ai-je répondu, vidant mon verre d'un trait. 2 cognacs plus tard, la colère avait remplacé la stupeur initiale. De quel droit me jugeait-il? Lui qui n'avait jamais quitté sa zone de confort, jamais pris de risques, jamais compris les compromis nécessaires dans le monde réel? Qu'aurait-il fait à ma place? Laisser couler ses entreprises en difficulté au nom d'une pureté idéologique? Refuser des rémunérations compétitives pour mes équipes au risque de les voir partir chez des concurrents moins scrupuleux? J'ai payé l'addition et repris ma marche dans Paris, maintenant plongée dans l'obscurité. La tour Eiffel scintillait au loin, indifférente à mes tourments. La Seine roulait ses eaux noires sous les ponts, emportant les reflets des réverbères comme autant de confettis lumineux. Arrivé chez moi, j'ai claqué la porte de l'appartement avec une violence qui m'a surpris moi-même. Le silence qui régnait dans ces 200 mètres carrés impeccablement décorés par un architecte d'intérieur en vogue m'a soudain paru assourdissant. Je me suis servi un whisky au bar du salon, puis un deuxième, fixant sans le voir le panorama nocturne qui s'offrait depuis mes fenêtres. Mon téléphone, que j'avais finalement rallumé, vibrait sans cesse. Message de Nadia inquiète de mon départ précipité. Notification d'informations économiques. Rappel d'événements à venir. J'ai balayé tout ça d'un geste rageur, en voyant l'appareil valser sur le canapé en cuir italien. Dans un accès de fureur froide, j'ai ouvert mon ordinateur pour rédiger un email à mon père. Les mots sont sortis comme un torrent de lave, brûlant, destructeur. Je lui rappelais ses propres échecs, sa carrière sans éclat, son incapacité à comprendre le monde moderne.
Je détaillais avec une précision clinique les emplois sauvés, les usines modernisées, les programmes sociaux financés par notre fondation d'entreprise. Chaque phrase était un missile guidé vers ses certitudes, chaque paragraphe une tentative de pulvériser son jugement. Pourtant, au moment d'appuyer sur envoyer, ma main s'est figée au-dessus du clavier. Quelque chose me retenait. Une voix intérieure, presque étouffée par la colère, mais persistante. Et s'il avait raison? J'ai refermé brutalement l'ordinateur sans envoyer le message. La fureur laissait progressivement place à une humiliation plus profonde, plus douloureuse. Cette sensation d'être un imposteur, que j'avais réussi à enfouir sous des couches d'accomplissement et de reconnaissance externe, remontait à la surface. J'ai attrapé mon manteau et suis descendu sur le boulevard, incapable de rester confiné entre ces murs qui me semblaient soudain étrangers. L'air glacial de janvier a mordu mes joues, me ramenant momentanément à la réalité. J'ai marché au hasard, sans me soucier de la direction, juste pour évacuer cette énergie noire qui m'habitait. Mes pas m'ont conduit, par un cruel hasard, jusqu'à mon ancien quartier de Ménilmontant. Rien n'avait changé et tout avait changé. Le petit café marocain où je prenais mes cafés à crédit les fins de mois difficiles existait toujours, mais arborait désormais une devanture tendance. La boulangerie où Madame Picard me gardait parfois une baguette après l'heure de fermeture était devenue un magasin bio au prix prohibitif. Devant mon ancien immeuble, j'ai levé les yeux vers la fenêtre de mon 2 pièces d'autrefois. Une lumière y brillait. Quelqu'un d'autre y vivait maintenant, construisait peut-être ses propres rêves entre ces murs au plafond trop bas et à l'isolation déficiente. Je me suis assis sur un banc du petit square voisin, ignorant l'humidité qui traversait mon pantalon de costume sur mesure. Que avais-je perdu en chemin? Que étais-je devenu? Les questions tournaient dans ma tête comme des oiseaux affolés, se heurtant aux parois de mon crâne sans trouver d'issue. Mon téléphone a vibré à nouveau. Un message de Nadia: Thomas, où es-tu? Le ministre a appelé personnellement pour confirmer ta présence au dîner de demain. C'est crucial pour le dossier des Ardennes. Le dossier des Ardennes. Une aciérie en difficulté, 800 emplois en jeu. Un de ces sauvetages dont j'étais si fier, que mon père avait balayé d'un revers de main comme insuffisant, compromis, moralement bancal. J'ai répondu mécaniquement: je serai là. Prépare les documents habituels. Puis j'ai éteint mon téléphone. J'avais besoin de cette nuit, de ces heures de solitude pour faire face au verdict tombé comme un coup près. Pour décider si je continuais sur cette voie ou si je trouvais le courage de réinventer ma vie entière. Le vent s'est levé, charriant des flocons de neige qui dansaient dans le halo des réverbères. J'ai relevé le col de mon manteau, sentant le froid s'infiltrer jusqu'à mes os. La ville s'endormait peu à peu, les fenêtres s'éteignaient une à une. Seul dans ce square désert, j'ai laissé échapper un cri sourd, presque animal. Une rage impuissante contre mon père, contre moi-même, contre ce système que j'avais embrassé tout en prétendant le réformer de l'intérieur. Vers 3 heures du matin, épuisé et transi, j'ai finalement pris un taxi pour rentrer boulevard Haussmann. Le chauffeur, un homme d'une 60aine d'années au visage buriné, m'a observé dans son rétroviseur. « Dure nuit, patron ?» a-t-il demandé avec cet accent parisien qui tendait à disparaître. « On peut dire ça. Vous savez ce que mon père me disait toujours? Dans la vie, il y a 2 choses qu'on ne peut pas racheter, le temps et la conscience. » J'ai regardé cet homme, surpris par cette philosophie de comptoir qui résonnait pourtant avec une justesse troublante. « Et vous, vous y croyez ?» ai-je demandé. Il a haussé les épaules. « Je suis juste un chauffeur de taxi. Mais je dors bien la nuit. » Cette réponse simple m'a frappé plus durement que toutes les analyses économiques et les théories managériales auxquelles j'étais confronté quotidiennement. Dormir bien la nuit. Quand avais-je dormi sans somnifère pour la dernière fois? Dans mon appartement silencieux, j'ai sorti d'un tiroir un carnet Moleskine noir. J'y consignais autrefois mes idées, mes doutes, mes espoirs. Je ne l'avais pas ouvert depuis des années. J'ai commencé à écrire, comme on vomit un poison, déversant sur le papier toute l'amertume et la confusion qui m'habitaient. L'aube m'a surpris, toujours assis à mon bureau, les yeux rougis, le cœur à vif. J'avais rempli des pages et des pages d'une écriture fébrile, illisible par endroits. Une cartographie de ma dérive, de mes compromissions, mais aussi de possibles chemins de rédemption.
Mon téléphone, que j'avais finalement rallumé, a sonné, me ramenant brutalement à la réalité. Un numéro inconnu s'affichait sur l'écran. J'ai hésité, puis décroché, la gorge sèche. Monsieur Lefort ? Une voix féminine, professionnelle, légèrement tendue. Je suis l'infirmière Marceau, du centre hospitalier Saint-Joseph. Votre père a été admis aux urgences il y a 1 heure. Le sol s'est dérobé sous mes pieds. La pièce s'est mise à tourner, les mots se bousculant dans ma tête sans former de pensée cohérente. Que s'est-il passé, ai-je balbutié, soudain privé de cette assurance qui faisait habituellement ma signature. Il a fait un malaise dans son hôtel ce matin. Probablement un accident vasculaire cérébral, mais nous attendons encore les résultats complets. Il est conscient mais désorienté. Vous êtes son contact d'urgence sur son téléphone. Mon père, qui n'avait jamais voulu dépendre de quiconque, m'avait désigné comme contact d'urgence. Cette information, en d'autres circonstances anodines, m'a frappé comme une révélation. J'arrive immédiatement, ai-je dit, raccrochant sans attendre sa réponse. J'ai enfilé les mêmes vêtements que la veille, ignorant leur état froissé. En descendant l'escalier de service pour éviter d'attendre l'ascenseur, j'ai appelé ma directrice des opérations. Et Nadia, je ne serai pas là aujourd'hui. Urgence familiale. Décommande tout, même le ministre. Thomas, tu ne peux pas, a-t-elle commencé, stupéfaite. Je peux et je le fais. Gère ça. J'ai raccroché, coupant court à ses protestations. Dans la rue, j'ai hélé un taxi avec une énergie frénétique. Hôpital Saint-Joseph, c'est urgent, ai-je lancé au chauffeur en m'engouffrant dans le véhicule. Paris s'éveillait, s'engluant déjà dans ses embouteillages matinaux. Chaque feu rouge était une torture, chaque ralentissement une épreuve. Mon esprit oscillait entre la panique et une culpabilité écrasante. Notre dernière conversation, ces mots durs échangés, ce verdict implacable qu'il avait prononcé. Était-ce cela qui avait provoqué son malaise? L'émotion, la déception, peut-être la colère? On ne peut pas aller plus vite, ai-je demandé, conscient de l'absurdité de ma question dans le trafic parisien. Le chauffeur m'a jeté un regard compatissant dans le rétroviseur. Je fais mon possible, monsieur. Quelqu'un de proche? Mon père, ai-je répondu, surpris par le tremblement dans ma voix. Il a hoché la tête et s'est engagé dans une ruelle parallèle que je ne connaissais pas, slalomant entre les camions de livraison avec une dextérité née de décennies d'expérience. Pendant ce trajet interminable, les souvenirs affluaient. Mon père m'apprenant à faire du vélo dans le petit parc de notre quartier toulousain. Sa silhouette massive à mon premier match de rugby, criant des encouragements malgré ma performance médiocre. Ses mains calleuses vérifiant mes devoirs de mathématiques le soir, ces mêmes mains qui avaient assemblé des pièces d'avion pendant 35 ans. L'hôpital est finalement apparu, bâtiment austère dans la lumière grise du matin. J'ai payé le taxi sans compter et couru vers l'entrée des urgences, bousculant un infirmier au passage. À l'accueil, une femme d'un certain âge tapait sur un clavier avec une lenteur qui m'a semblé délibérément cruelle. Je suis Thomas Lefort, mon père Henri Lefort a été admis ce matin. Elle a consulté son écran à travers des lunettes à monture rouge, puis m'a indiqué un couloir sur la droite. Box numéro 7. Le docteur Ferrand s'occupe de lui. Le couloir semblait interminable, jalonné de portes identiques et d'un va-et-vient de personnel en blouse blanche ou bleue. L'odeur caractéristique des hôpitaux, un mélange de désinfectant et de détresse humaine, me prenait à la gorge. Le box numéro 7 était fermé par un rideau vert pâle. Je l'ai écarté d'une main hésitante et suis resté figé sur le seuil. Mon père était allongé sur un lit étroit, relié à plusieurs machines dont les bips réguliers semblaient scandaler des secondes interminables. Son visage, habituellement hâlé par ses heures de jardinage, avait pris une teinte grisâtre qui m'a glacé le sang. Un médecin se tenait à son chevet, consultant une tablette. Il a levé les yeux à mon entrée. « Vous êtes de la famille ?» Son fils, ai-je murmuré, incapable de détacher mon regard de la forme immobile sur le lit. « Je suis le docteur Ferrand. Votre père a subi un AVC ischémique. Nous avons pratiqué une thrombolyse en urgence. Les prochaines heures seront déterminantes. » J'ai hoché la tête mécaniquement, assimilant à peine ces termes médicaux. Tout ce que je voyais,
c'était cet homme fort et indomptable soudain réduit à un patient anonyme dans un hôpital parisien, loin de son jardin, de ses habitudes, de son monde. Est-ce qu'il m'entend, ai-je demandé, la voix étranglée. Possible. Les patients dans son état perçoivent souvent leur environnement. Même s'ils ne peuvent pas réagir. Parlez-lui, ça ne peut pas faire de mal. Le médecin est sorti, me laissant seul avec mon père et le concert métallique des machines. Je me suis approché du lit, hésitant, puis j'ai pris sa main. Elle était étonnamment chaude, vivante malgré l'immobilité du corps. Papa, ai-je commencé, avant de m'interrompre, submergé par l'émotion. Que lui dire ? Comment condenser en quelques phrases tout ce que j'aurais dû lui exprimer pendant ces années de distance progressive ? J'ai fini par m'asseoir sur la chaise inconfortable à côté du lit, tenant toujours sa main, et j'ai parlé. D'abord à voix basse, hésitante, puis avec un débit plus assuré. Je lui ai parlé de mes doutes, de mes peurs, de ce sentiment d'imposture qui me suivait même au sommet de ma réussite apparente. Je lui ai avoué que son jugement m'avait blessé précisément parce qu'il touchait à une vérité que je m'efforçais d'ignorer. Tu as peut-être raison, ai-je murmuré. Peut-être que j'ai perdu de vue l'essentiel. Peut-être que tout cet empire n'est qu'une façade pour masquer un vide. Les heures ont passé. Des infirmières entraient et sortaient, vérifiant les constantes, ajustant les perfusions. J'ai refusé de quitter mon poste, même quand Nadia a appelé pour une urgence concernant le dossier des Ardennes. Débrouille-toi, lui ai-je dit, une dureté inhabituelle dans la voix. Ça peut attendre. En milieu d'après-midi, une neurologue est venue examiner mon père. Une femme d'une 50aine d'années au regard direct et à la voix posée. Les résultats sont encourageants, a-t-elle annoncé après avoir consulté le dossier. La thrombolyse a bien fonctionné. Il devrait reprendre conscience dans les prochaines heures. Il faudra évaluer les séquelles potentielles, mais nous sommes optimistes. Ces mots ont libéré quelque chose en moi. Un barrage qui cède, une tension qui se relâche brutalement. Je me suis effondré sur la chaise, le visage enfoui dans mes mains, secoué par des sanglots silencieux que je retenais depuis trop longtemps. La neurologue a posé une main sur mon épaule, ce contact humain brisant momentanément les barrières sociales qui séparent habituellement les médecins de l'élite financière. Vous devriez prendre l'air, monsieur Lefort. Allez manger quelque chose. Nous vous appellerons au moindre changement. J'ai acquiescé, reconnaissant pour ce conseil empreint d'une sagesse simple. Dans le petit parc qui jouxtait l'hôpital, j'ai respiré profondément l'air froid de janvier. Le ciel s'était dégagé, offrant un bleu pâle caractéristique des hivers parisiens. Des enfants jouaient sur une structure métallique sous l'œil vigilant de leurs parents, leurs cris joyeux contrastant étrangement avec la gravité de mes pensées. Mon téléphone, que j'avais mis en silencieux, débordait de notifications, d'appels manqués, de messages urgents. Le monde continuait de tourner, indifférent au drame qui se jouait dans cette chambre d'hôpital. Cette perspective m'a soudain frappé avec une clarté douloureuse, tous ces dossiers urgents, ces réunions cruciales, ces décisions stratégiques. À l'aune de cette journée, de cette main inerte dans la mienne, quelle importance avait-il vraiment ? J'ai appelé Mathilde, mon assistante. Annule tout jusqu'à nouvel ordre, lui ai-je dit. Et contacte Georges Mercier pour qu'il assure l'intérim à la direction. Monsieur ? Vous êtes sûr que ? Plus sûr que je ne l'ai jamais été, Mathilde. Merci pour tout. De retour dans la chambre, j'ai trouvé mon père toujours immobile, mais un infirmier m'a assuré que ses constantes s'amélioraient. Je me suis réinstallée sur la chaise inconfortable, reprenant ma veille silencieuse. À la tombée de la nuit, alors que Paris s'illuminait progressivement derrière la fenêtre de la chambre, j'ai cru sentir un léger mouvement dans la main que je tenais toujours. Un frémissement presque imperceptible, mais bien réel. « Papa » ai-je murmuré, me penchant au-dessus du lit. Ses paupières ont frémi, puis se sont entr'ouvertes. Son regard, d'abord vague, s'est progressivement focalisé sur mon visage. Une lueur de reconnaissance y est apparue, suivie d'une expression que je n'ai pas su déchiffrer immédiatement. « Thomas » a-t-il articulé, sa voix à peine audible. « Je suis là » ai-je répondu, serrant doucement sa main. « Je ne vais nulle part. » Un fantôme de sourire a traversé son visage fatigué. Il a refermé les yeux,
comme épuisé par cet effort minime, mais sa main a légèrement resserré son emprise sur la mienne. Ce simple geste contenait plus de réconciliation que n'importe quel discours. Les semaines qui ont suivi l'AVC de mon père ont redessiné les contours de ma vie avec une précision chirurgicale. L'hôpital est devenu mon nouveau bureau, les couloirs aseptisés mon terrain de négociation le plus crucial. J'y ai vécu au rythme des visites médicales, des progrès infimes et des rechutes passagères qui jalonnent le chemin vers la guérison. Mon père a récupéré plus vite que les médecins ne l'avaient prédit. Sa nature obstinée, cette même intransigeance qui m'avait tant blessé, s'est révélée être son meilleur allié face à la maladie. 3 jours après son réveil, il articulait déjà des phrases complètes, malgré une légère paralysie du côté gauche qui donnait à son visage une asymétrie troublante. « Tu ne devrais pas être au travail », m'a-t-il demandé un matin, alors que je lui apportais un café de la cafétéria, bien meilleur que celui servi avec les plateaux repas. J'ai pris un congé, ai-je répondu, évitant son regard inquisiteur. Un congé ? Toi ? Il a émis un petit rire incrédule qui s'est transformé en quinte de tout. Le monde va s'arrêter de tourner. Il y avait dans cette remarque une ironie bienveillante qui contrastait avec l'acidité de nos échanges précédents. Un pont fragile se construisait entre nous, fait de ces petites plaisanteries, de silences moins lourds, de regards qui osaient enfin se croiser. En vérité, je n'avais pas simplement pris un congé. J'avais délégué la direction opérationnelle de l'Effort Capital à Georges Mercier, mon bras droit, un homme brillant dont la vision éthique des affaires avait toujours été plus claire que la mienne. Nadia gérait les dossiers en cours. Le conseil d'administration avait accepté cette mise en retrait temporaire avec une réticence à peine voilée. Une semaine après son admission, mon père a été transféré dans un centre de rééducation à Suresnes, en périphérie de Paris. Un établissement réputé, que j'avais choisi pour son excellence mais aussi pour sa proximité avec la capitale. J'ai loué un petit appartement à 2 pas, abandonnant temporairement mon duplex boulevard Haussmann. Chaque matin, je l'accompagnais en kinésithérapie, observant ses efforts pour réapprendre des gestes. Quotidien devenu soudain complexe, tenir une fourchette, boutonner une chemise, se lever d'un fauteuil. Sa frustration était palpable, mais jamais il ne se plaignait. Cette dignité silencieuse me touchait plus que n'importe quelle démonstration d'affection. Le soir, quand les thérapeutes avaient terminé leur travail, nous partagions de longues conversations. D'abord hésitantes, comme si nous réapprenions une langue oubliée, puis progressivement plus fluide, plus profonde. Il me parlait de sa jeunesse à Toulouse, de sa rencontre avec ma mère dans une guinguette au bord du canal du Midi, des espoirs qu'il avait nourris pour moi et ma sœur Élise, partie vivre au Canada 10 ans plus tôt. « Tu sais, m'a-t-il dit un soir, alors que nous regardions le soleil se coucher sur le mont Valérien depuis la terrasse du centre, quand tu as quitté Toulouse pour Paris, j'étais terrifiée. » Terrifiée ? Toi ? La révélation m'a surpris. Mon père n'avait jamais admis la moindre faiblesse. Paris représentait tout ce que je craignais. Un monde où l'argent dictait tout, où les valeurs que j'avais essayé de te transmettre n'avaient pas cours. Il a marqué une pause, cherchant ses mots avec une précaution inhabituelle. J'avais peur que tu te perdes. Que ce monde t'avale tout entier. J'ai gardé le silence, touché par cette confession tardive. Les rôles s'inversaient étrangement, lui, soudain vulnérable, et moi, à l'écoute de ses craintes. Et j'ai eu l'impression que c'est ce qui s'est passé, a-t-il continué. Quand je te voyais à la télévision, dans les journaux, tu ressemblais tellement aux hommes contre lesquels j'avais lutté toute ma vie. Ces patrons qui fermaient les usines, délocalisaient, parlaient de restructuration quand ils signifiaient licenciement, point. Je n'ai jamais été comme ça, ai-je protesté doucement. Peut-être pas. Mais dans ce monde-là, Thomas, les intentions ne suffisent pas. C'est un système qui transforme même les meilleurs. Cette conversation a résonné en moi pendant des jours. Entre les séances de rééducation, pendant les trajets en métro, durant les nuits d'insomnie dans mon appartement temporaire. Mon père avait mis des mots sur ce malaise qui me rongeait depuis si longtemps, cette sensation d'être pris dans un mécanisme qui me dépassait et me façonnait malgré moi. Un matin, incapable de repousser davantage l'inévitable, j'ai pris rendez-vous avec Nadia dans un café près du centre de rééducation. Son tailleur impeccable et son attaché-caisse semblaient appartenir à une autre vie, un costume que j'avais porté trop longtemps.
Comment va ton père, a-t-elle demandé après les banalités d'usage. Mieux. Il pourra rentrer à Toulouse dans quelques semaines. Et toi, Thomas? Quand reviens-tu? Le conseil s'impatiente. Mercier fait ce qu'il peut, mais certaines décisions nécessitent ta signature. J'ai tourné ma tasse de café entre mes mains, cherchant les mots justes. Comment lui expliquer ce qui s'était produit en moi? Cette mutation silencieuse mais fondamentale? Je ne suis pas sûre de revenir, Nadia. Pas comme avant en tout cas. Elle a froncé les sourcils, son visage passant de la surprise à l'inquiétude. Qu'est-ce que tu veux dire? Je crois que j'ai besoin de repenser notre modèle. Complètement. Dans les heures qui ont suivi, j'ai déroulé devant elle une vision qui prenait forme en moi depuis des semaines. Un changement radical dans la philosophie de l'effort capital. Moins d'acquisitions agressives, plus d'investissements à long terme. Une attention accrue aux conditions de travail, au salaire, à l'impact environnemental. Un fonds dédié à la reprise d'entreprises par leurs salariés. Nadia m'écoutait, mi-fascinée, mi-consternée. Le conseil n'acceptera jamais, a-t-elle finalement objecté. Les actionnaires veulent du rendement, pas de la philosophie. Alors peut-être qu'il est temps de changer d'actionnaire, ai-je répondu avec une sérénité qui m'a surpris moi-même. Les mois suivants ont été un tourbillon d'activités. Mon père est rentré à Toulouse, suffisamment rétabli pour vivre seul, mais j'ai insisté pour l'accompagner. J'ai loué un appartement dans le quartier des Carmes, non loin de la maison familiale. Chaque matin, nous partagions un café sur la place du Capitole, parlant parfois affaires, parfois simplement de la vie. À Paris, une bataille silencieuse se livrait dans les salles de conseil. J'avais des alliés Mercier en tête mais aussi de farouches opposants. Ma proposition de transformer le fort capital en société à mission, avec des objectifs sociaux et environnementaux intégrés à ses statuts, a provoqué une onde de choc. Certains actionnaires ont vendu leur part, d'autres ont intenté des actions en justice. J'ai tenu bon. Pour la première fois de ma vie, je me sentais parfaitement alignée avec mes convictions. Cette clarté intérieure valait tous les bonus de fin d'année, toutes les couvertures de magazines économiques. Un soir d'été, alors que nous dînions sur la terrasse d'un petit restaurant près du Pont-Neuf toulousain, mon père m'a regardé avec une expression indéchiffrable. Et tu sais ce qui me surprend le plus, Thomas? Quoi donc? De voir que tu es plus heureux maintenant, avec toutes ces batailles, ces incertitudes, que tu ne l'étais au sommet de ta réussite parisienne. J'ai souri, reconnaissant la justesse de son observation. C'est peut-être ça, le vrai succès. Être en paix avec ses choix. Il a hoché la tête, une lueur de fierté dans le regard, cette approbation que j'avais si longtemps cherchée et qui, ironiquement, venait maintenant que je ne la poursuivais plus. L'automne a apporté ses propres surprises. La presse économique, d'abord sceptique face à ma reconversion, a commencé à s'intéresser à ce qu'ils appelaient le nouveau modèle Lefort. D'autres fonds d'investissement, plus petits mais animés par des valeurs similaires, ont proposé des partenariats. Une nouvelle équipe se formait, différente mais tout aussi passionnée. L'usine textile du Nord, notre acquisition la plus emblématique, est devenue le laboratoire de cette nouvelle approche. Nous avons mis en place un système de participation aux bénéfices, renforcé les droits des représentants du personnel, investi dans des technologies propres. La production a d'abord ralenti, les marges se sont réduites, mais progressivement, une dynamique nouvelle s'est instaurée. Un jour de décembre, j'ai emmené mon père visiter cette usine. Nous avons parcouru les ateliers, discuté avec les ouvriers, observé le processus de fabrication. Son regard expert, forgé par des décennies dans l'industrie aéronautique, captait des détails qui m'échappaient. C'est du bon travail, a-t-il finalement commenté alors que nous quittions le site. Venant de lui, c'était le plus beau des compliments. Ce soir-là, installés dans le TGV qui nous ramenait vers Toulouse, nous avons peu parlé. Un silence confortable s'était établi entre nous, né de cette compréhension mutuelle qui n'avait plus besoin de mots. J'ai regardé le paysage français défiler à grande vitesse par la fenêtre du train. Champs, villages, rivières qui scintillaient dans le crépuscule. Je pensais à l'empire que j'avais bâti à Paris, puis partiellement démantelé. À ces années de course effrénée vers un sommet dont la vue, une fois atteint, s'était révélée décevante.
À quoi tu penses ? A demandé mon père, me tirant de ma rêverie. Je me demandais si j'avais eu raison de tout chambouler comme ça. Si le jeu en valait la chandelle. Il a considéré ma question avec le sérieux qu'elle méritait. Tu sais ce que mon propre père disait ? La vraie richesse, c'est de pouvoir se regarder dans le miroir chaque matin sans détourner les yeux. J'ai souri, reconnaissant dans cette sagesse simple l'héritage d'une lignée d'hommes qui, malgré nos différences et nos conflits, partageaient une même quête d'intégrité. Le train filait dans la nuit, emportant avec lui un père et son fils réconciliés, non par l'effacement magique de leurs différences, mais par leur acceptation mutuelle. L'empire que j'avais construit s'était transformé, comme je m'étais transformé moi-même. Non pas détruit, mais reconstruit sur des fondations plus solides, plus alignées avec ces valeurs essentielles que j'avais cru devoir sacrifier pour réussir. À l'horizon, les lumières de Toulouse commençaient à scintiller, promesse d'un retour aux sources qui était aussi un nouveau départ.